Cela dit, je ne vais pas répondre à la question de savoir si l'ADN de Néandertal permet de savoir quelle langue parlait notre ancêtre. Et on va se placer sur des périodes beaucoup plus récentes. Et donc, l'objet de mon intervention, c'est d'essayer de voir comment l'évolution de notre génome d'une part et l'évolution des langues d'autre part, mélangées à partir de techniques ou de méthodes que l'on va essayer de développer, arrivent à construire une histoire commune. Alors pour ça, on va développer un certain nombre de points. Je vous présente le plan de ce dont je vais vous parler. Donc je vais vous parler évidemment des origines de cette métaphore biologique entre l'évolution des langues et l'évolution des populations. Puis nous allons essayer de voir quelles sont les stratégies que l'on peut mettre en place pour fonder cette métaphore. Et il y a deux points particuliers que je développerai. C'est celui de la génétique des populations, la confrontation entre la structure des populations à partir de la génétique et la confrontation avec la diversité des langues. Et une autre méthode qui consiste à essayer de reconstruire l'évolution des langues à partir de méthodes phylogénétiques. Alors, voyons départ, et bien évidemment, puisque c'est l'année Darwin, on va directement remonter à lui. Darwin écrit de manière assez intéressante que si l'on connaissait la généalogie des races humaines, on connaîtrait de facto la diversité, l'origine, la généalogie des langues. Donc, un arrangement généalogique des races humaines présenterait la meilleure classification des diverses langues. Et pour quelle raison ? Parce que, évidemment, le seul arrangement convenable, c'est l'ordre généalogique. Donc, si on a une généalogie biologique des races, telle qu'on le disait à l'époque, eh bien, on aurait aussi une généalogie des langues. Et il poursuit un peu plus loin pour dire qu'évidemment, nous rencontrons dans les langues distinctes des homologies frappantes dues à la communauté de descendance et des analogies dues à un procédé semblable de formation. Donc là, la question de l'homologie est mise en place, et si deux langues contiennent un grand nombre de mots et de formes de construction identiques, on est d'accord pour reconnaître qu'ils dérivent d'une source commune, quand bien même ils pourraient différer beaucoup par quelques autres points. Autrement dit, Darwin place déjà au niveau des langues le fait qu'une synapomorphie, le partage d'une forme dérivée, crée la parenté entre deux langues. Donc, Schleicher, dans sa lettre à Haeckel, un peu plus tard, Schleicher était un ardent défenseur de Darwin, a une double position. Et la première position, c'est de dire que les naturalistes s'intéressent peu aux langues, mais ils devraient s'y intéresser davantage parce qu'il y a justement cette communauté de préoccupation entre les biologistes et les langues. Mais en même temps, il s'interroge et il voudrait il dit qu'un de mes vœux les plus chers, c'est que les méthodes des sciences naturelles trouvent de plus en plus de faveur auprès des linguistes. Donc il a fallu attendre la moitié du XXe siècle et peut-être un peu plus tard pour voir qu'effectivement, certains linguistes, mais pas tous, se sont intéressés aux différentes méthodes de sciences naturelles. Et c'est un peu là-dessus que l'on va discuter maintenant. Donc Haeckel s'est aussi emparé de cette question des langues. Il montre bien que les langues s'organisent de manière hiérarchique et que les espèces, de la même façon, s'organisent de manière hiérarchique. Donc il inverse la comparaison en disant, puisque les langues s'organisent de cette façon-là, les espèces aussi. Vous le voyez, par leur structure et leur évolution, les langues primitives, les langues mères, les langues sœurs et les idiomes répondent très bien aux classes, ordres, genres et espèces du règne animal. Dans les deux cas, la taxinomie naturelle est phylogénétique. Donc le mot est lancé, il s'agit là effectivement de phylogénie. Alors là, tous ces grands savants sont plutôt optimistes et malheureusement ou heureusement, il y en a d'autres qui sont évidemment beaucoup plus critiques. En particulier de Quatrefages qui dit que l'ânon allaité par une jument ne remplace pas son braiement par le hennissement de sa nourrice. Au contraire, l'enfant chinois nourri et élevé en Angleterre ou en France parlera anglais ou français, il y aura autant de peine qu'un Européen à apprendre la langue de ses ancêtres. Autrement dit, il signale le découplage qui existe entre le biologique et le culturel, en l'occurrence la langue. Et il explique aussi au niveau populationnel qu'une population qui est conquise oublie assez souvent le langage de ses pairs pour celui de ses envahisseurs. Et inversement,
des conquérants se trouvent souvent en minorité relative et sont absorbés par la race conquise et en adoptent jusque-là le langage. Autrement dit, il insiste bien sur le fait que ce n'est pas si simple que ça et qu'il y a bien des situations où les choses ne coïncident pas. Bon, il explique ensuite que les jolis schémas de Haeckel ou d'autres sont extrêmement complexes parce que si on prend différents critères de classification, on voit qu'il y a plein de connexions possibles et qu'il est très difficile d'établir une phylogénie très simple. Donc De Quatrefages est relativement critique sur les personnes qui l'ont précédé. Alors il y a évidemment des gens extrêmement, beaucoup plus extrémistes, je l'ai encadré en rouge ici. On parquerait à part des enfants sémites et des enfants indo-européens dirigés par des sourds-muets, que les uns parleraient forcément une langue sémite et les autres forcément une langue aryenne. Donc là, ils prennent une position très dure, qui est évidemment très contestée, en particulier par Topinard, qui dit que c'est un argument qui ne tient pas du tout, et qu'au contraire, comme il dit, la communauté de langue entre deux peuples, ou même entre deux races déterminées par leur trait physique, n'indique pas qu'il y ait parenté ou filiation entre eux, mais simplement qu'ils ont partagé le même sort. Voilà. Et les caractères tirés de la linguistique sont précieux au même titre que les caractères ethniques et archéologiques. Donc ils distinguent bien ce qui est le biologique de ce qui est finalement le culturel, c'est-à-dire la langue et la culture et l'archéologie, les traces des artefacts des hommes passés. Donc il distingue bien ce qui concerne les peuples, ce qui concerne les races. Donc, comme vous voyez, même à ce niveau-là, à la fin du XIXe siècle, début du XXe, les choses n'étaient pas très claires du tout. Donc là, qu'est-ce qu'il faut comme argument pour essayer de fonder cette métaphore entre évolution des populations et évolution des langues? Bon, il y a deux méthodes que je vais vous expliquer assez rapidement. Celle qui consiste à étudier la corrélation entre des distances et celle qui consiste à confronter les histoires évolutives des populations d'une part et des langues d'autre part. Donc la corrélation entre les langues, c'est quelque chose que Linnaeus a abordé déjà hier, donc je vais quand même aller assez vite. Donc si vous avez un certain nombre de populations, vous pouvez très facilement calculer des distances génétiques entre elles, 2 à 2, et construire, disons, une matrice de distance génétique entre ces différentes populations. Bon, il y a différentes voies possibles, il y a des indices multiples pour le faire, mais en gros, on sait le faire. Distance géographique, évidemment, on sait le faire, quoique ce n'est pas toujours très simple, quand il y a des îles ou des presqu'îles très longues ou des reliefs, etc. Donc on peut calculer des distances géographiques, ce n'est pas toujours très simple. Quant à calculer les distances linguistiques, c'est là un très gros problème que les généticiens ont résolu de manière la plus simple possible en prenant des classifications qui existaient déjà construites par des linguistes, en particulier l'école de Greenberg et de Rullen à Stanford, où il suffisait simplement d'avoir les langues classées en familles, sous-familles, etc., et de quantifier le passage d'une langue à une autre, d'une famille à une autre. Donc c'est une distance subjective qui satisfait suffisamment les généticiens parce qu'elles sont faciles à traiter, mais pas plus de fondement pour autant. Donc une fois que l'on a ça, on peut calculer entre ces trois matrices de distance des corrélations entre elles, en se disant que si la corrélation est très bonne, ça veut dire qu'il y a une relation bonne entre la distance génétique et la distance linguistique. C'est ce que vous a montré Evelyne Ayer hier, mais on peut le faire évidemment dans plein de situations différentes. Par exemple sur les hauts plateaux andins, ça c'est un vieux travail qui date de 1976, où la corrélation entre génétique et linguistique est extrêmement faible, voire nulle. Vous avez d'autres situations qui sont plus favorables. En Europe, par exemple, vous avez une corrélation qui est plus élevée, de 0,48, etc. Vous en avez une autre ici en Europe qui est fondée sur le chromosome Y. Vous avez une corrélation de 0,20, mais entre gène et langue. Mais si vous calculez votre corrélation à distance géographique constante, vous tombez sur une signification qui est complètement nulle. Donc vous voyez, avec ce genre d'approche, finalement, on ne prouve pas grand-chose, ou on peut prouver des choses dans une situation, mais jamais dans une autre, et donc tout est relatif, dirions-nous. Alors ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les corrélations ne sont pas aussi bonnes qu'on l'espérerait.
Eh bien, c'est parce qu'il y a probablement des accidents, des choses qui font qu'il y a des irrégularités à la fois dans la surface et dans la distribution des langues. Donc ça aussi, c'est un autre type de recherche où l'on va, par exemple, ici je représente un axe géographique nord-sud, ouest-ouest. On va étudier la variation des fréquences des gènes, G1, G2, G3, et on s'aperçoit qu'il y a ici une rupture de fréquence. Il y a des gènes qui brusquement, dont la fréquence brusquement décroît, et d'autres au contraire où elle augmente. On va dire qu'il y a donc ici une barrière génétique, puisque les populations qui sont à gauche sont radicalement différentes de celles qui sont à droite du point de vue de la fréquence allélique ou de la fréquence des gènes. Donc on va dire qu'il y a une barrière ici. Et donc on va s'intéresser, est-ce que les langues qu'il y a à gauche et les langues qui sont à droite appartiennent à la même famille, à des familles différentes, ou sont-elles comparables, très proches. Et donc le travail a été fait par Rosser sur le chromosome Y, sur 37 langues, 47 populations. 48 barrières génétiques ont été détectées sur la surface de l'Europe. En fait, la conclusion est telle qu'on ne peut pas mettre significativement en évidence une différence de distance linguistique de part et d'autre des barrières, en tout cas en Europe. Donc une autre méthode, donc on arrive à une deuxième type de méthode, c'est d'essayer de construire l'histoire génétique et l'histoire linguistique. Donc l'idée est quand même assez classique en coévolution, d'une certaine façon, c'est qu'on aimerait construire l'histoire génétique des populations, mais aussi l'histoire phylogénétique des langues. Et puis, s'il y a une congruence entre les deux, comme ici en bas, on va dire, bon, elles ont donc la même histoire. Si au contraire, il y a une non-congruence, on ne pourra pas dire grand-chose, mais on rajoutera l'hypothèse de congruence. Donc la difficulté là, ce n'est pas tellement de reconstruire l'histoire phylogénétique des populations, bon, on sait en gros le faire, c'est évidemment reconstruire l'histoire phylogénétique des langues. Et c'est surtout là-dessus que je vais insister. Donc un travail pionnier là-dessus, c'est celui de Caveis Forza en 1988, où il fait ici une phylogénie des populations à partir de 120 marqueurs génétiques, et il accole ici les langues parlées par ces différentes populations, et il montre qu'il y a une corrélation assez bonne. Cet article a été évidemment relativement critiqué, parce que, évidemment, ici, nous n'avons pas véritablement un arbre phylogénétique des langues. On a simplement des coïncidences de part et d'autre. Et bon, il a bien montré que cette coïncidence était loin d'être due au hasard, mais on n'a pas ici la preuve qu'il y a une congruence phylogénétique entre les deux types de données. Ça, c'est la même chose sur une autre version. Donc la question, c'est comment faire pour construire une phylogénie des langues. Donc évidemment, il faut avoir des données, il faut les choisir correctement, il faut savoir les coder parce que il va falloir les mouliner d'une certaine façon, et quand on va les coder, il va falloir intégrer un modèle d'évolution des langues, il va falloir aussi choisir un algorithme, et enfin, il va falloir interpréter les résultats, et c'est ces différentes étapes qu'on va essayer d'illustrer. Alors, quelle sorte de données? Eh bien, évidemment, l'échantillonnage peut se faire à différents niveaux. Au niveau mondial, c'est-à-dire prendre des langues sur l'ensemble de la Terre, ou bien se concentrer sur certaines familles. Le grand classique, c'est les Indo-Européens, ou bien travailler uniquement à des niveaux plus locaux, c'est uniquement sur des dialectes. Donc, je vous en donnerai quelques exemples. La question aussi, c'est du rapport entre la diversité inter- et intrafamille. Voici évidemment un exemple ici. Si l'on fait des échantillonnages, il faut savoir quel dialecte représente le mieux la langue, et quelle langue représente le mieux la famille de langues, et quelle famille de langues représente le mieux la superfamille. Donc à chaque fois, c'est quelque chose qui est assez classique, c'est le type finalement transposé en linguistique, qui donc pose évidemment de grands problèmes. Alors les types de données sont des données de type, très souvent c'est du lexique, c'est de la phonologie ou c'est de la typologie. Le problème, c'est que les linguistes ne sont jamais tout à fait d'accord sur la pertinence de chacun de ces types de données. Pour les données lexicales, par exemple, on constitue des listes de mots, comme ici, par exemple, ça c'est la liste dite de Swadesh, où vous avez 200 mots, 207 mots. Par exemple, vous avez le sang ici, et donc le mot sang va être étudié dans différentes langues, et on va regarder les langues qui
s'exprime de la même façon pour ce cogna, le sang. Donc, on fait donc des listes de mots comme ça que l'on va comparer ensuite entre populations. Alors, certains disent que ces listes de mots sont peu sensibles à l'emprunt, d'autres au contraire qui subissent des influences culturelles importantes, et d'autres enfin disent que les emprunts sont tellement visibles qu'on peut tout de suite les enlever et s'en débarrasser parce qu'ils sont tout à fait évidents. Donc, il y a ici des politiques extrêmement différentes par rapport à l'intérêt de ces lexiques. Pour la phonologie, certains disent que c'est très résistant à l'emprunt. Donc ça, c'est les sons que l'on produit, évidemment, qui peuvent être utilisés. On va les comparer d'une langue à l'autre. Et enfin, tout ce qui concerne la grammaire. Alors évidemment, il y a des études qui montrent que les listes de cogna, comme celle de Swadesh, ne sont pas pertinentes dans certaines études, mais c'est au contraire la grammaire ou la typologie qui est pertinente. Donc vous voyez, d'une situation à l'autre, et d'un linguiste à l'autre, on n'a pas toujours les mêmes réponses. Donc ça, je vous ai montré les listes qui seront très étudiées et sur lesquelles je vais revenir. Mais la question est, est-ce que cette liste est représentative? Elle a été construite pour ça, donc elle peut être adaptée à certains types de familles de langues, et donc il faut vérifier l'homologie entre les différents items. Alors, il y a quelques problèmes qui se posent, c'est celui des emprunts et des parallélismes. Certains disent qu'ils sont faciles à déterminer. Seulement, la question, c'est de savoir si les emprunts, on doit simplement les jeter ou est-ce qu'ils apportent une information phylogénétique. Donc, nous savons bien que, par exemple, ici, vous voyez la flèche rouge ici qui fait, supposons que le caractère passe de 0 à 1. Vous voyez ici qu'il y a un partage du caractère dérivé 1 ici et 1 ici, ce qui veut dire que les langues qui parlent ici partagent le même état dérivé ici et là. Or, l'équipe de Naclay et de Ringe ont tendance à jeter tout ce qui est emprunt, et donc ils perdent ici une certaine information phylogénétique. Donc ça, c'est une question sur laquelle il faut évidemment sur laquelle on peut discuter. La deuxième chose, c'est l'indépendance des caractères. Supposez que vous ayez deux phylogénies ici et deux caractères, le caractère A et B. Évidemment, ils peuvent muter simultanément sur la même branche de manière indépendante. Donc là, c'est évidemment phylogénétiquement intéressant de prendre en compte cette situation. Mais il se peut très bien que le changement ne soit que corrélé. C'est parce que A a muté que B va muter aussi de manière corrélée. Autrement dit, ici, si on considère qu'il y a indépendance, on va biaiser les résultats. Donc ça, c'est peut-être un peu technique. Une troisième question, c'est quand on a différents types de données, est-ce qu'il faut toutes les traiter ensemble ou est-ce qu'il faut les traiter séparément et ensuite essayer de combiner les données ensemble? C'est une thématique chère à Guillaume Lecointre. Alors la question, c'est comment coder les données? Donc je vais vous donner quelques exemples. Donc je vais reprendre ici une liste de Swadesh. Donc par exemple le mot « je » ou « moi ». Voilà comment il s'exprime dans différentes langues africaines et voilà comment on va les coder. Rullen estime que mi, am, ami, amé et mimi sont des formes homologues. Donc il va les coder de la même façon, petit a. Gène et ni et ané pour lui et nanou sont codés de la même façon. Ce sont donc homologues, ils vont être codés de la même façon, petit b. Pareil pour les 200 mots de la liste de Swadesh. Bon, le problème, c'est que comment traiter ça, du point de vue informatique, la plupart du temps, on va le transformer en 0,1, c'est commode. Et la forme A, on va donc éclater, on va dire qu'on factorise. Et la forme A ici, les Kung par exemple sont A, donc on va le coder 1, et puis il va être 0 pour les autres. Et Dinka, au contraire, ont la forme B, donc on va le coder 1 pour la forme B et 0 ailleurs. Donc autrement dit, on va se retrouver avec une matrice de données avec des 0 et des 1 qui représentent les différentes formes de la matrice initiale. Et on fait très souvent l'hypothèse que l'on passe de 0 à 1 de manière réversible. Donc c'est ce type de données qui est très largement utilisé. On va revenir là-dessus. Une autre façon de faire, c'est d'essayer de prendre en compte les hypothèses ou les connaissances des linguistes. Alors, prenons l'exemple ici, la façon dont le mot « père » est exprimé dans les différents dialectes de langue d'Oï.
le linguiste nous dit qu'il y a des contraintes entre les différentes vocalises du mot père. Et donc, il va faire un arbre du caractère, des états du caractère. Il va dire que c'est de cette façon-là que les choses se sont transformées. Donc, il va ensuite pouvoir exprimer la difficulté avec laquelle on peut passer d'un état à l'autre. Donc ici, par exemple, de l'état ancestral à E, ça va être très difficile, il va le coder 4. Donc ici, vous voyez, c'est une façon d'introduire les connaissances du linguiste dans la façon dont on va traiter ensuite la phylogénie. Donc je donne un autre exemple ici, sur lequel je passe. D'autres méthodes consistent à faire de l'alignement, comme on fait de l'alignement d'ADN. On fait des alignements de mots. Voilà ici, donc on utilise pour ça une distance d'édition. Voilà un exemple où on traite le mot lait en néerlandais. Donc il y a deux versions possibles que je ne vais pas vous prononcer, mais on va donc aligner les deux mots. Vous voyez qu'on va faire donc une substitution sur le site 2, on va dire, une délétion sur le site 4 et une insertion sur le site 6. Donc le passage de ce mot-là à celui-là va nous donner un certain coût, d'accord, et on va avoir une distance entre ces deux mots pour les deux régions, Frise et Haarlem. Et on va faire ça sur l'ensemble du dictionnaire disponible. Autrement dit, on va avoir à la fin une distance entre ces deux régions. Les modèles d'évolution sont tout à fait classiques. On va toujours supposer que les changements sont rares et que la convergence, c'est quelque chose qui est bien plus rare que le partage par ascendance. C'est quelque chose qui est tout à fait classique. Et il y a deux hypothèses, deux positions possibles. La position qui consiste à demander au linguiste quelles sont ses connaissances, quelles sont ses contraintes, quelles sont ses lois de transformation des mots ou des vocables ou des grammaires, et les intégrer dans l'analyse phylogénétique. L'autre méthode consiste au contraire à construire des modèles probabilistes et d'essayer d'estimer les paramètres de ce modèle, comme Nicolas Galtier vous l'a montré hier et dont je vous donnerai peut-être quelques exemples. Ça va ? Donc je passe là, mais chacun doit donc déterminer comment les choses se transforment, quel est le poids attaché à chacun des changements, etc. Comment on va raciner l'arbre. Donc les choses sont assez compliquées, je passe, mais tout ça doit être évidemment discuté au moment où on fait la reconstruction phylogénétique. Donc il y a plusieurs méthodes que tout le monde connaît, les méthodes de parcimonie, de compatibilité, méthode de distance, méthode de probabiliste. Je vais passer assez vite, donc pour vous montrer que les choses ne sont pas très nouvelles, parce que déjà en 1960, justement Swadesh avait l'intention et calculé non pas les distances, mais les corrélations entre les différentes versions dialectales des langues du Mexique. Donc vous voyez que cette approche est déjà très ancienne. Voilà ici une illustration sur les langues en France, qui est un travail par Hans Goebel, qui est un Autrichien très dialectométricien, on va dire. Donc il a des matrices de distance entre ces différentes petites régions-là, dont il construit un arbre et qui le représente ensuite en termes de surface. Donc là, c'est une représentation de type phénétique où on se base sur une matrice de distance. Malheureusement, on ne peut rien dire sur les caractères qu'il a utilisés, c'est-à-dire l'expression de 1500 mots environ sur ces 640 points. Là, je passe. Donc il y a des approches plus cladistiques qui semblent plus appropriées, semble-t-il, puisqu'on peut dire quelque chose sur les caractères. Et là, c'est intéressant de noter que les biologistes découvrent la cladistique après avoir découvert les méthodes phénétiques sur des distances, alors que pour les linguistes, c'est totalement l'inverse. Les linguistes, depuis le 19e siècle, faisaient de la cladistique probablement sans le savoir, et ont découvert la glottochronologie qui n'est que finalement une méthode de distance. Donc il y a eu une inversion des approches méthodologiques entre les linguistes et les généticiens. Donc là, je vous donne un exemple de relations linguistiques entre différentes langues du monde, une centaine, qui vous montre un arbre qui est en fait très peu résolu au niveau des racines, mais qui montre qu'il est quand même nettement plus résolu qu'un arbre au hasard. Donc ça veut dire qu'il y a de l'information phylogénétique qui reste à interpréter. Donc là, c'est une méthode typique de parcimonie. Un autre exemple qui consiste à regarder un certain nombre de mots, comme ceci.
dont on a les expressions dans les différents points que vous avez ici sur la France de langue d'Oï. Pour ça, chacun de ces mots, vous avez l'arbre des caractères, la façon dont ils sont transformés, qui est ensuite codé en 0,1. Vous voyez qu'ici, il y a une forme ancestrale, donc les transformations se font dans un sens. Donc voilà un autre exemple du mot toile, avec la matrice correspondante. Et donc on peut être amené à reconstruire la phylogénie de ces différentes langues, de tracer les emprunts qui peuvent exister. Vous voyez ici la forme, ici, le bleu, c'est le passage de l'état E à l'état F, c'est-à-dire ce passage-là. Eh bien, il arrive deux fois, enfin, il arrive qu'une fois, pardon. Oui, semble-t-il. Donc, on peut arriver ensuite à en fait une représentation cartographique où l'on va représenter les échanges, c'est-à-dire les homoplasies, les emprunts qui existent entre un clade et un autre. Alors, les approches probabilistes, on a déjà vu ça avec Nicolas Galtier. Donc, je vous rappelle très brièvement, on a donc une matrice de 0,1 comme ici. On va développer un modèle. Parmi ces modèles, il y a des paramètres, dont l'arbre en est un. L'arbre est un paramètre. On a aussi la probabilité de passage de 0 à 1. On a comme paramètre la longueur des branches. Et la méthode va consister à calculer la probabilité de ces données sous le modèle considéré. Et on va essayer de trouver les valeurs du paramètre qui maximisent cette probabilité. Donc c'est la méthode de maximum de vraisemblance. C'est une méthode très utilisée, qui a été utilisée par Gray et Atkinson récemment pour essayer de retracer l'origine de l'indo-européen. Donc je passe sur les détails pour vous montrer simplement l'arbre qu'il a reconstruit. Donc la question ici, c'était non seulement de retrouver la date de l'ancêtre commun à toutes les langues indo-européennes, qu'il situe aux environs de 8700 ans, et d'estimer les longueurs de branches et les différentes dichotomies qui existent entre les langues. En fait, ici, évidemment, ce qui a été publié, c'est donc très joli, mais si on résume les choses à ce schéma-là, on voit que les choses sont beaucoup moins claires, puisque les probabilités a posteriori ne sont pas très fortes ici, et que les embranchements ne sont pas aussi solides qu'on le souhaiterait. Mais la réalité est celle-là et celle-là. Alors maintenant, c'est bien joli de faire des phylogénies, mais à quoi ça sert? Et j'en ai pour 5 minutes, je vais vous donner quelques exemples. Ça sert d'abord à essayer de faire à tracer des migrations possibles. Donc ici, vous avez par exemple l'expansion de l'austronésien. Donc l'arbre a été construit à partir de données linguistiques. Et il y a évidemment différents scénarios possibles de migration. Et on regarde quel est le scénario de migration possible qui correspond le mieux à l'arbre phylogénétique que l'on a construit à partir des langues. Et on s'aperçoit à ce moment-là que le schéma le plus logique, c'est le schéma de l'expansion de l'austronésien à partir de Taïwan. Donc voilà en quoi peut servir la reconstruction d'un arbre phylogénétique. Un autre exemple sur les migrations, à partir de langues bantoues cette fois-ci. Évidemment, vous avez un arbre reconstruit à partir des données linguistiques ici, et vous pouvez retracer le cheminement ici des différentes migrations à partir de l'arbre que vous avez reconstruit ici. Donc c'est une indication sur les voies migratoires possibles de la diffusion de la langue dans ce contexte ici, dans le contexte bantou. Ici, vous avez un autre arbre où cette fois-là, c'est des traits culturels qui sont montrés, en particulier l'adoption de l'élevage. Et on voit, donc l'auteur estime que l'adoption de l'élevage s'est fait dans deux occasions différentes, avec des pertes possibles et des gains possibles par emprunt culturel, disons. Donc ici, on a un scénario, à partir de l'évolution des langues, un scénario d'acquisition de traits ou de perte de traits culturels. Alors un autre problème qui est abordé très récemment, c'est celui de la ponctuation. L'idée est, est-ce que après une dichotomie de langue, est-ce que l'évolution s'accélère ou est-ce contraire, est-ce qu'elle se ralentit? Donc la question, c'est donc de calculer la distance entre chacune des langues ici et la racine. Et puis si l'on rencontre beaucoup de nœuds le long de ce chemin, et que si la distance linguistique est grande, eh bien c'est qu'il y a une relation entre les deux. Ça signifierait donc quand il y a une division, la division ou la dichotomie entre des langues, l'apparition d'une nouvelle langue, de deux nouvelles langues à partir d'une ancienne, accélère l'évolution. Et ça, effectivement, c'est ce qui est trouvé ici. Donc
La corrélation ici entre les deux est significative, ce qui montre bien que le fait qu'une langue diverge accélère son évolution. Donc la chose a été montrée aussi par Pagel sur des données biologiques. Eh bien, je vais donner quelques conclusions. Donc les modèles d'évolution linguistique sont-ils universels? Donc la question c'est, on peut s'intéresser à différents niveaux de structure, les familles, les langues, les dialectes, etc. Et il n'est pas évident que l'évolution se fasse de la même façon pour toutes les langues et qu'elles aient été la même toujours. La grosse question, est-ce que les changements linguistiques suivent des règles? Les linguistes disent oui, généralement il y a des règles assez strictes. Or les probabilistes, généralement, considèrent que les changements surviennent au hasard, même s'ils introduisent des contraintes dans leur calcul de probabilité. La question aussi, c'est savoir est-ce que les arbres construits sont assez précis pour faire des inférences de datation, d'emprunt, de migration, de variation de tempo, de reconstruction d'états ancestraux. Là, la question reste posée et la réponse est pour l'instant en suspens. Et enfin, est-ce qu'on infère l'histoire des langues ou bien est-ce qu'on infère l'histoire des locuteurs ou bien simplement l'histoire de quelques traits sélectionnés de quelques langues? Donc la question est en suspens aussi. Et puisqu'on a parlé de convergence, d'homoplasie, je vais vous en donner un bel exemple, qui est celui-ci, où l'on voit que deux représentations, probablement d'une convergence entre deux représentations d'évolution linguistique, l'une tirée de 97 Pour la science et une dans Nature en 2007. Merci de votre attention. Merci Pierre Darlu. On a le temps pour une question. Oui, allez-y. J'ai deux petites questions naïves. Si on part de l'hypothèse que la langue, ce qui fait une langue, c'est la structure des phrases. Et si on prend le cas des langues du modèle français, j'ai vu 11 langues, 11 foyers. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 11 façons de construire une phrase en France? Deuxième question. Une fois, Darwin avait dit que l'origine des langues vient d'Afrique. Et ses collègues étaient contre lui, ils disaient que rien de bon ne peut sortir de l'Afrique. Est-ce qu'à travers vos études sur l'Afrique, est-ce qu'on peut donner raison à Darwin ou non? Bon, pour la première question, si j'ai bien compris, vous voulez dire est-ce que l'organisation des phrases peut servir de marqueur de différenciation entre langues et aider à la reconstruction? Voilà, ce qui fait une langue, c'est plein de choses. C'est évidemment le vocabulaire, la structure, ce que j'appelle ici le grammatical, en fait. Hein. Par exemple, l'ordre sujet, verbe, objet est quelque chose qui est très étudié par les linguistes parce que ça varie énormément d'une langue à l'autre. Donc oui, c'est des traits qui sont pris en considération par les linguistes et que le phylogénéticien peut aussi essayer de coder, ce qui n'est pas toujours facile. Hein. Donc, je ne suis pas sûr de répondre à 100% à votre question. Il faudrait qu'il y ait un linguiste dans la salle qui soit beaucoup plus compétent que moi. Je ne suis pas linguiste. Mais... Alors pour la deuxième question, si l'on suit l'idée de Darwin, où il y a une coïncidence bonne entre l'évolution des populations et l'évolution des langues, si on suit cette idée de Darwin, et si l'on considère que l'origine de l'homme est en Afrique, on va donc inéluctablement considérer que l'origine du langage est en Afrique.